This is for scientists and those who believe in the potential of science. It starts with curiosity, a surprise in the pattern, an obstacle that can't be explained. Step by step by step, they challenge, explore, and unlock the unknown, fueled by imagination, alone and with others, repeating an experiment 1,000 times to have the chance to get it right. Once, but for forever. Making brave choices, choosing to push the boundaries, and choosing again and again to be led by science. In everyday decisions, everyday interactions, no matter where they are. Because putting science at the center of everything is the best way to understand and transform disease. The best way to change people's lives. This is why we believe in what science can do. Bonjour à tous, donc je voudrais remercier le comité d'organisation de m'avoir associé à cette session. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cas clinique intitulé syndrome coronarien aigu, sensus décalage du segment ST. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer par rapport à cette présentation. Donc, il s'agit d'un homme de 52 ans qui cumule comme facteur de risque cardiovasculaire un tabagisme à 30 paquets années et un diabète depuis 5 ans sous metformine. Il consulte aux urgences pour des douleurs thoraciques rétro-sternales, en barre irradiant à la mâchoire inférieure et aux deux bras, survenant au repos ayant duré 20 minutes. Il rapporte un épisode similaire 48 heures auparavant, survenant à l'effort et cédant au repos. Donc, il s'agit là d'une douleur thoracique caractéristique qui est très évocatrice d'un syndrome coronarien aigu. L'examen à réaliser en priorité est un ECG qui doit être disponible dans les 10 minutes et interprété par un praticien qualifié. Son ECG a montré une inversion de l'onté en antérieur étendu avec un sous-décalage modéré du segment ST en apicolatéral. Donc, l'association de ce sous-décalage modéré et de la douleur thoracique augmente la probabilité d'un infarctus du myocarde, mais il faut savoir que l'ECG peut être normal dans près de 30% des cas. L'examen à réaliser en seconde intention est un dosage des troponines, de préférence les troponines ultrasensibles. Dans ce cas, les troponines ultrasensibilité à 286 nanogrammes par litre à H0, ce qui représente une valeur supérieure à 5 fois la valeur haute et qui a une valeur prédictive positive de plus de 90% pour un infarctus du myocarde. De plus, il y avait une nette augmentation des troponines ultrasensibles dosées à H1. Donc, l'association de la douleur thoracique, de les modifications électriques et de l'élévation de troponine nous a permis de porter le diagnostic d'un syndrome coronarien aigu sans décalage du segment ST à troponine positive ou infarctus du myocarde sans décalage du segment ST. Dans ce cas, le patient doit être hospitalisé en unité de soins intensifs cardiologiques pour réaliser une échocardiographie et une angiographie. Le patient a été admis en USIC avec monitorage permanent de l'ECG. L'échographie cardiaque a montré une fraction d'éjection ventriculaire gauche à 54% avec une hypokinésie entérosepto-apicale. À la biologie, on note notamment une hémoglobine glyquée à 7,2% et un LDL cholestérol à 1,62 g par litre. Donc, comment évaluez-vous le risque cardiovasculaire chez ce patient? Il faut dire qu'on est dans le cas d'un ostémie. Il s'agit donc d'un patient à haut risque cardiovasculaire d'emblée. De plus, si on calcule le score de Grace, on trouve un score de Grace à 148, ce qui représente un risque de mortalité hospitalière de 2 à 5% et un risque de mortalité à 6 mois de plus de 11%. Il faut également évaluer le risque hémorragique. On a calculé le score de Criset qui était à 22 points, ce qui représente un risque hémorragique modéré. Les dernières recommandations de la ESC recommandent l'utilisation du score de Grace avec un niveau d'évidence 2A et pour le risque hémorragique, un niveau d'évidence 2B. Chez chaque patient qui se présente pour un syndrome coronarien aigu sans décalage du segment ST, il faut évaluer la balance entre le risque ischémique et le risque hémorragique pour guider la prise en charge thérapeutique initiale. Dans notre cas, la balance penche nettement en faveur du risque ischémique. Donc, il est recommandé d'instituer un traitement associé de l'aspirine avec une dose de charge orale ou IV puis une dose d'entretien oral, des anti-P2Y12 pendant une durée de moins 12 mois sauf contre-indication.
Dans notre pays, les anti-P2Y12 disponibles sont les ticagrelor, mais qui est d'accès difficile, et le clopidogrel. Chez un patient qui ne se présentera pas pour une stratégie invasive précoce immédiate du fait de sa non-disponibilité, on peut pré-traiter par des anti-P2Y12. Mais chez les patients chez qui la stratégie invasive précoce est disponible, le pré-traitement par les anti-P2Y12 n'est pas recommandé. Il est également indiqué d'associer un traitement anticoagulant parentéral. On peut soit associer de l'héparine fractionnée, soit de l'inoxaparine. La bivaluridine n'est pas disponible dans notre pays. Et il est recommandé de discontinuer le traitement parentéral après la réalisation de la procédure invasive. Donc, il est également recommandé d'instituer un traitement par des dérivés nitrés sublinguaux au IV et en association au bêta-bloquant en cas de symptomatologie ischémique évolutive. Il est aussi conseillé d'instituer un certain nombre de mesures pour réduire le risque hémorragique. Il faut que la dose d'anticoagulant soit adaptée à la surface ou au poids du patient et à sa fonction rénale. La procédure invasive doit être de préférence réalisée par voie radiale. Les inhibiteurs de la pompe à protons sont indiqués en cas de risque d'hémorragie gastro-intestinale élevé. Chez les patients sous AVK, il n'est pas recommandé d'associer un traitement parentéral en cas d'INR supérieur à 2,5. Par contre, chez les patients sous nouveaux anticoagulants oraux, il est recommandé d'associer de l'héparine ou de l'inoxaparine à faible dose. Notre patient est un patient à haut risque cardiovasculaire. S'il se présente dans une structure sans salle de cathé, il est recommandé de le transférer immédiatement dans une structure avec salle de cathétérisme et il est recommandé de réaliser dans ce cas une stratégie invasive dans un délai inférieur à 24 heures. Donc, les dernières recommandations ont institué un niveau de risque ischémique pour guider le délai de réalisation de la procédure d'angiographie. Et elle est recommandée immédiatement dans un délai d'inférieur à 2 heures en cas d'instabilité hémodynamique ou d'état de choc cardiogénique, de récurrence ischémique ou d'ischémie réfractaire au traitement médical, d'arythmie menaçant le pronostic vital, de complications mécaniques de l'infarctus, d'insuffisance cardiaque liée aux non-stémies, de présence d'un sous-décalage du segment ST de plus de 1 mm dans plus de 6 dérivations, associé à un sous-décalage du segment ST en AVR ou en V1. Une stratégie invasive précoce dans les 24 heures est recommandée chez les patients qui ont un diagnostic de non-stémie établi grâce à l'algorithme que nous avons vu initialement. En cas de modification dynamique du segment ST ou de l'ONT ou d'apparition de nouvelles modifications de ces troubles de la repolarisation, en cas d'un score de Grace supérieur à 140 ou en cas de sus-décalage transitoire du segment ST. Une angiographie élective après test d'ischémie ou imagerie non invasive est indiquée dans les autres cas. Une coronographie n'était pas disponible dans notre cas dans les 24 heures, donc le patient a été mis sous clopidogrel, aspirine, enoxaparine, atorvastatine, bisoprolol, milsudamine IV, puis relais par voie orale, périndopril et insuline ordinaire selon glycémie au doigt. La coronarographie a été réalisée à J5 par voie radiale. Elle a montré la présence d'une sténose serrée thrombotique de l'IVA proximale qu'on va voir sous différentes incidences. Donc, on voit là la même lésion qui est serrée thrombotique, c'est une sténose critique de l'IVA proximale. Toujours la même lésion de l'IVA proximale. Il y avait également une sténose serrée du segment 1 de la coronaire droite. Notre patient a donc bénéficié d'une angioplastie immédiate avec implantation d'un stent actif sur l'IVA proximale. Il s'agissait d'un stent actif de 3,16 avec optimisation du résultat de l'angioplastie par un ballon non combliant de 3,5-12 avec un excellent résultat angiographique immédiat et disparition de la sténose de l'IVA proximale. Donc, il est recommandé chez les patients qui ont une procédure invasive de procéder à un abord radial pour réduire le risque hémorragique. L'utilisation de stents actifs est recommandée quelle que soit la présentation clinique du patient. Une revascularisation complète est recommandée avec un nividodifidence 2A chez les patients multitronculaires. Cette revascularisation peut être réalisée au cours de la procédure index, mais avec un niveau d'évidence faible, classe 2B. La revascularisation de notre patient a intéressé uniquement l'IVA et la revascularisation de la coronaire droite a été programmée dans un deuxième temps pour des raisons logistiques. Le patient a été mis sortant 24 heures plus tard et il est recommandé à la sortie d'insister sur les mesures d'hygiène de vie, en particulier l'arrêt du tabac chez notre patient et le contrôle du facteur de risque.
il est également recommandé d'indiquer une réadaptation cardiaque. Chez ce patient qui a un syndrome coronarien à très haut risque, il est recommandé d'instituer des statines pour réduire le niveau de LDL cholestérol de plus de 50% par rapport à l'état de base et atteindre un niveau de LDL inférieur à 55 mg par décilitre. Un traitement par des inhibiteurs de l'enzyme de conversion et des bêta-bloquants est également indiqué et les antagonistes de l'aldostérone sont indiqués chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection inférieure à 40%, ce qui n'était pas le cas de notre patient. Les inhibiteurs de la pompe à protons sont indiqués chez les patients qui ont un haut risque d'hémorragie gastro-intestinale. Donc, il est recommandé d'associer le traitement antiagrégant plaquettaire pendant au moins 12 mois, mais chez les patients qui ont un très haut risque ischémique et un niveau de risque hémorragique faible, on peut poursuivre le traitement, la double antiagrégation, pendant plus de 12 mois. Plusieurs schémas thérapeutiques sont disponibles et cette prolongation du traitement médical est indiquée chez les patients qui ont une atteinte coronaire complexe avec association au moins d'un critère clinique ou d'un critère technique de gravité. Plusieurs schémas thérapeutiques sont disponibles. Il s'agit soit d'une double antiagrégation plaquettaire, soit d'une association de l'aspirine avec du rivaroxaban à faible dose. Par contre, chez les patients qui ont un risque hémorragique élevé, on peut arrêter le double antiagrégation plaquettaire au bout de 3 mois ou la poursuivre pendant une durée de 3 à 12 mois. Une désescalade des P2Y12 peut être également réalisée en passant du prasugrel au clopidogrel ou du ticagrelor au clopidogrel pour réduire le risque hémorragique. Donc, pour finir, je dirais que le diagnostic de syndrome coronarien aigu reste un diagnostic clinique. Les caractéristiques de la douleur sont très importantes et suffisent à porter le diagnostic. Le sujet et le dosage des troponines représentent une grande aide au diagnostic et permettent de stratifier le risque et de classer notre patient, notamment en non-stémique, comme c'était le cas de notre patient. L'utilisation des troponines, en particulier des troponines ultrasensibles, est fortement recommandée et il est préconisé d'utiliser des troponines ultrasensibles avec un algorithme diagnostique à 1 heure. Le recours à une coronarographie immédiate ou dans les 24 heures est recommandé pour les syndromes coronariens aigus à très haut risque ou à haut risque ischémique en vue d'un geste de revascularisation rapide compte tenu du risque important d'évolution vers l'infarctus du myocarde avec HANDQ ou le décès. Une évaluation du rapport bénéfice, en l'occurrence le risque ischémique, et du risque, le risque hémorragique, doit guider l'initiation du traitement et la durée du traitement anti-agrégant plaquettaire et antithrombotique. Le pré-traitement par les anti-P2Y12 n'est plus systématique si une coronarographie peut être réalisée rapidement. L'utilisation de anti-P2Y12 puissants comme le prasugrel ou le ticagrelor pouvant être réalisés en salle de cathétérisme. Et je remercie de votre attention. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord remercier la Société tunisienne de cardiologie et l'ESC pour m'avoir associé à cette séance. J'ai à commenter un cas clinique de non-stémie qui a été donc présenté par le professeur Zied Belhaj et qui a donc traité d'un homme de 52 ans qui est tabagique, diabétique, qui a consulté pour des douleurs thoraciques, survenant au repos et précédé 48 heures auparavant par deux Langor d'effort. L'électrocardiogramme, comme a été décrit au cours du cas clinique par Zied, montrait ces modifications électriques. Et en essayant de commenter le cas, aussi bien en termes d'exploration qu'en termes de prise en charge, j'ai individualisé les points focaux que vous voyez, à savoir le délai de la pratique de l'ECG et son interprétation. Et donc, c'est un sujet encore d'actualité et à développer, plus particulièrement chez nous. Le protocole de troponine ou l'algorithme de troponine ultrasensible
avec les nouvelles recommandations de 2020 et leur applicabilité dans notre quotidien, le pré-traitement, les difficultés de transfert, la pratique de la coronarographie et ses délais, ainsi que la revascularisation et la durée de la double antiagrégation plaquettaire. Donc, concernant le CG, donc, comme pour les dernières années, le cut-off de 10 minutes qui doivent donc être le maximum de temps mis pour faire cet électrocardiogramme, mais avec donc une expertise quant à l'interprétation donc médicale de cet électrocardiogramme qui doit être bien sûr répété au besoin. Alors, quand on voit l'intérêt de cet électrocardiogramme, aussi bien pour son interprétation initiale ou quand il est refait, vous voyez qu'il fait passer donc les patients d'un délai de réalisation de la coronarographie pour faire une revascularisation, en vue d'une revascularisation, donc d'un délai à un autre, c'est-à-dire du haut risque au très haut risque, avec les exemples que vous voyez ci-joints. Alors, je crois que pour l'électrocardiogramme, chez nous, pour l'implémentation donc de ces recommandations, il y a nécessité de former tous les médecins de première ligne pour donc la célérité de l'interprétation et l'expertise. Je crois que dans certaines structures sanitaires périphériques, il faudrait peut-être assurer, en cas de difficulté de cette interprétation et de manque d'expertise, de garde électrocardiogramme. Ça peut être fait comme maintenant les moyens de communication et de transfert de technologie donc sont disponibles, même sur WhatsApp, il y a le modèle Spoke and Hope qui a été donc qui a été adopté en Inde, et ça peut très bien être appliqué chez nous pour certaines structures sanitaires qui n'est pas dotées de médecins spécialistes. Et puis, bien sûr, il faudrait donc veiller à former pour une surveillance optimale des infirmiers à l'interprétation d'électro dans un contexte de douleur thoracique, aussi bien les infirmiers qui pratiquent l'électro dans les urgences que pour les infirmiers qui sont aux soins intensifs. Alors, nous arrivons à l'applicabilité de ce protocole ou cet algorithme de troponine ultra sensible. Vous voyez donc qu'à travers au cours de ces dernières années, en voyant un peu donc les guidelines de l'ESC sur les 6 ou 5 années, donc les 5 dernières années, on a remarqué donc que il y a une évolution, 3 algorithmes, 0,3, 0,2 heures et 0,1 heure, qui donc se basent sur les troponines ultrasensibles. Et bien sûr, tout ça, c'est pour essayer de décharger le maximum possible les urgences en ayant une certaine sécurité quand on envoie les patients chez eux en cas de troponine ultrasensible négatif. Mais dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests supplémentaires après 3 heures si par malheur, les premières mesures de troponine ne sont pas concluantes, ou bien, et là c'est très important, la clinique est très évocatrice de syndrome coronarien aigu, et donc il y a toujours cette importance à allier les deux. Vous voyez ici donc l'algorithme de troponine ultrasensible. Ça a été donc développé par Zied. Je ne vais pas développer plus que lui, mais c'est juste pour dire que
Pour l'engrangement des urgences, c'est quelque chose de possible, de validé, sans impact sur la mortalité à 30 jours, mais ça nécessite d'uniformiser l'algorithme en duo avec les urgentistes parce que les réactifs sont différents, les machines utilisées sont différentes et bien sûr les cut-offs donc peuvent être différents. Donc il faudrait vraiment coordonner entre les deux pour ça. Et là, c'est les différentes études qui ont validé donc l'usage de cet algorithme de troponine ultrasensible 0-1 heure avec la sécurité, donc safety, vous voyez sur ça. Ça, c'est une autre étude et qui a été à l'origine de l'adoption de cet algorithme de troponine 0-1 heure. Là, c'est une étude qui est australienne et vous voyez en termes de primary endpoint à 30 jours, il n'y avait pas de différence en termes de mortalité. C'est ce qui a permis de valider donc cet algorithme. Néanmoins, il y a quand même plus de réhospitalisation pour les patients qui ont été envoyés chez eux. Alors, problème d'applicabilité en Tunisie, pourquoi? Parce qu'il y a un problème de célérité de donner les résultats. C'est une technique où le résultat doit arriver après 1 heure. Je crois que le protocole 0,2 heures ou 0,3 heures est plus applicable sous nos cieux et d'ailleurs il reste de niveau 2A dans les guidelines. Alors, le problème des faux positifs rendus par cet algorithme est quelque chose à discuter fortement parce que pour les taux faibles, il y a un problème et je crois qu'il faudrait inclure l'imagerie, et c'est ce qui est recommandé d'ailleurs dans les ESC, dans les situations non concluantes ou litigieuses, et là c'est l'intérêt du coroscanner. Pour le pré-traitement, c'est un sujet de controverse depuis pratiquement 7-8 ans. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est vraiment en l'absence d'anatomie, de connaissance de l'anatomie coronaire, le pré-traitement est devenu à déconseiller. Et voilà, donc ça c'est les guidelines ESC 2020. Ne pas pré-traiter semble très discutable en Tunisie en raison de l'inaccessibilité à large échelle de nos patients aux molécules ayant démontré le plus d'efficacité et sécurité dans la prise en charge du non-STEMI. La majorité des patients inclus dans ces études-là et qui ont été à l'origine des recommandations n'ont pas reçu le clopidogrel comme chez nous, mais plutôt le ticagrelor et le prasugrel. Pour ces études qui ont validé et permis ces conclusions de l'ESC, c'est l'étude ACOAST, c'est la cohorte analytique du registre SCAR suédois et l'étude ISAR-REACT 5 qui a comparé le prasugrel au ticagrelor. Là, c'est l'étude ACOAST et vous voyez là que en termes de pré-traitement, il fallait ne pas pré-traiter parce que ça a exposé plus à des complications hémorragiques et bien sûr avec une sécurité quant au risque ischémique. Pour le registre SCAR, il y a eu deux groupes non prêtés. Il y a eu moins de non-STEMI. Il y a 80% qui ont reçu le ticagrelor après la coronarographie. Et là, pour l'étude ISAR, vous voyez, REACT 5, il y a eu comme résultat une supériorité du prasugrel sur le bénéfice ischémique, mais il n'y avait pas de différence sur le risque hémorragique. Sachant que, en termes de critères primaires, d'ailleurs, qui a été atteint, c'était plus évident en termes d'impact sur l'infarctus du myocarde. Alors, ces études ont des limites.
c'est vrai que les propriétés pharmacologiques et dynamiques sont distinctes du prasugrel par rapport au clopidogrel et au ticagrelor. Donc, on ne peut pas extrapoler ces résultats au clopidogrel ni au ticagrelor, sachant que Plateau et Triton, qui sont des études maintenant considérées comme historiques, n'avaient pas trouvé ce surrisque hémorragique. L'ISAR React, donc c'est l'autre étude, c'est une étude qui était au départ une étude pour étudier la supériorité, mais en comparant, donc, on n'a pas eu donc une comparaison entre les deux molécules, une stratégie pardon entre les deux molécules, entre deux molécules, mais plutôt avec beaucoup d'arrêts du traitement par le groupe ticagrelor. Les limites de l'étude ou du registre SCAR suédois, d'un côté il y a eu à peu près la moitié qui étaient pré-traités par clopidogrel, mais on ne pourrait pas les extrapoler à notre population puisque 80% de ces patients non pré-traités ont reçu le ticagrelor après coronarographie. Je crois qu'en Tunisie, encore, on est obligé d'ailleurs de coller aux vieilles recettes, de revenir à l'étude de Cure qui a démontré le bénéfice du pré-traitement par clopidogrel. Mais dans tous les cas, donc, le niveau d'évidence est toujours élevé grâce aux études Plateau, Triton, TIMI33 et le Cure que je viens de présenter. Pour la lésion, pour la durée de la double anti-agrégation plaquettaire, Zied a opté pour une prolongation de la double anti-agrégation plaquettaire au-delà de 12 mois, mais l'anatomie ne m'a pas paru complexe, donc le syntaxe score ne m'a pas paru élevé, avec bien sûr un critère de haut risque. Dans le cas contraire, et je pense que c'est ce qui a été jugé par Zied, donc il a jugé de prolonger la double anti-agrégation à 12 mois, alors que si le risque était modéré et qu'il n'y avait pas de cette complexité anatomique avec un critère de haut risque, cette double anti-agrégation de plus de 1 an n'a plus de place, elle est de niveau de recommandation 2B. En conclusion, je crois que l'électrocardiogramme reste ainsi que la clinique, la pierre angulaire. Cet électro doit être fait et interprété par expertise. Cette expertise peut être locale, à distance, et pas uniquement spécifique aux médecins. L'algorithme des troponines doit être adapté à la structure et adopté par le duo urgentiste-cardiologue. On a des difficultés logistiques à appliquer ces recommandations de 2020 pour les non-STIMI. Pourquoi? Parce que tous les centres ne sont pas équipés de salles de cath et le transfert vers les centres équipés pose toujours des problèmes en raison de la disponibilité des places. Donc, de ce fait, le délai moyen de réalisation d'une coronarographie reste long. Les difficultés financières pour la disponibilité à large échelle du prasugrel et a fortiori du ticagrelor pré-traité reste à juste titre très discutable du moment où on ne dispose que du clopidogrel. Donc le pré-traitement reste un sujet à controverse dans le monde, mais je crois que pour nous, ce pré-traitement avec le clopidogrel et surtout avec l'apport des nouvelles molécules, le prasugrel et le ticagrelor, doivent donc être évalués et leur intérêt doit être évalué par un registre national. Bien, bonjour à mes amis de la Société de cardiologie tunisienne. Je voudrais remercier les laboratoires Thériac pour leur invitation à ce symposium sur les anticoagulants oraux directs dans la vraie vie. Donc, on va faire un tour d'horizon sur l'utilisation de ces molécules qui sont essentiellement utilisées dans la fibrillation atriale et pour voir comment on fait un peu en pratique.
Alors, la première chose à faire, c'est évaluer le risque hémorragique. Et vous savez qu'il y a des scores qui sont très pragmatiques maintenant et qui ont été eh bien, validés sur des cohortes indépendantes qui sont très intéressants. Je vous indique ici le score ARC-HBR. C'est un peu comme l'endocardite. Donc, vous identifiez ce qu'on appelle les critères de haut risque hémorragique, qui sont ici figurés eh bien, en bleu foncé. Et lorsque vous en avez un, eh bien, ça indique un risque d'hémorragie majeure aux alentours de 4% à 1 an. Lorsque vous avez 2 critères mineurs, eh bien, ça indique le même risque. Donc, vous voyez que ça prend en compte l'âge, la fonction rénale, l'existence d'une anémie, d'un cancer actif, mais aussi des traitements concomitants, comme les traitements anticoagulants et évidemment les antécédents, notamment les antécédents hémorragiques ou de transfusion. Donc, c'est vraiment pragmatique, validé. Ça prédit non seulement le risque hémorragique, mais surtout également la mortalité et le réinfarctus, parce que comme vous le savez, c'est des facteurs qui se superposent pour déterminer les deux risques. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, en particulier en ce qui concerne le risque cardio-embolique, vous allez stratifier avec le score de Chad-Vasc. Et lorsqu'il y a une maladie coronaire concomitante, eh bien, il faut évaluer le risque de thrombose chez ces patients qui vont être eh bien, exposés aux associations anticoagulants, anti-agrégants. Donc, avec le SC, on a défini ces critères qui sont liés à la maladie coronaire. Donc, il faut calculer le Chad-Vasc et il faut regarder ce critère lié à la maladie coronaire. Et en particulier, vous avez des facteurs qui sont liés à la maladie coronaire, c'est-à-dire son caractère multivaisseau, son caractère prématuré, et puis également eh bien, des aspects techniques comme le nombre de stents qui sont implantés, le nombre de lésions qui vont être traitées, le nombre d'artères perméables, comme vous pouvez voir ici, ou les histoires de thrombose de stent. Donc, vous voyez que c'est une vraie conjugaison et il faut prendre en compte tous ces facteurs. Alors, tout d'abord, je voudrais voir le traitement de la maladie coronaire au long cours avec les AOD, et on a des données. Et vous voyez ici sur cette plaque les possibilités thérapeutiques qui sont offertes eh bien, aux cardiologues qui prennent en charge la maladie coronaire stable. Et donc, au-delà de 1 an, lorsque le patient est stable, vous avez la possibilité de poursuivre une association d'aspirine avec un traitement additionnel lorsque le risque hémorragique n'est pas élevé et lorsque ces patients eh bien, ont des critères de risque évolutif et en particulier de thrombose coronaire et de récurrence d'accidents. Donc, vous connaissez les études DAPT, Pegasus, et vous voyez ici sur cette plaque le nombre de patients à traiter pour éviter un événement ischémique et le nombre de patients à traiter pour éviter avoir un événement hémorragique. Et vous voyez que la balance bénéfice-risque, lorsqu'on sélectionne bien les patients, est plutôt en faveur de la poursuite au long cours lorsque le risque hémorragique est faible. Et vous voyez que sur la première ligne, vous avez eh bien, le régime Compass avec le rivaroxaban à faible dose, matin et soir, en particulier chez les patients qui ont une association de maladie coronaire et une artériopathie oblitérante des membres inférieurs symptomatique. Et là, le bénéfice de cette association est bien démontré et c'est une question qu'on va se poser au-delà de 1 an. Alors, vous voyez ici résumé la place du rivaroxaban qui est ici, en bas à gauche, en association avec l'aspirine, au-delà de 1 an, chez ces patients à haut risque et qui ont une maladie polyartérielle. Voici le dessin de l'étude Compass chez des patients qui ont une association maladie coronaire, artériopathie oblitérante. Ce sont des patients où il y a des critères d'enrichissement concernant le risque de récurrence d'événements. Et vous voyez qu'il y avait 3 bras. L'étude a été interrompue prématurément en raison eh bien, de la réduction de mortalité en faveur de l'association rivaroxaban et aspirine. Donc, c'est une vraie possibilité thérapeutique qu'il faut envisager chez vos patients les plus à risque. Et il faut vous rappeler également que la dose qui est utilisée, c'est une dose qui ne correspond pas à la dose de la prévention des accidents cardio-emboliques dans le contexte de la fibrillation atriale. C'est une faible dose. Voici
eh bien, l'effet de l'association rivaroxaban-aspirine au-delà de 3 ans. Et au départ, il était prévu un suivi de 5 ans. Donc, vous voyez qu'il y a une réduction considérable du risque d'événements ischémiques, comme vous pouvez le voir, aux alentours de 30%. Et en valeur absolue, ça correspond à 3%. Et c'est rare de démontrer des différences aussi importantes avec les médicaments antithrombotiques. Alors, un chapitre qui est très important et qui vous pose souvent eh bien, des questions, c'est les associations anticoagulants antiagrégants plaquettaires. Parce que là, eh bien, on prend en charge un double risque, qui est d'abord le risque cardio-embolique lié à la fibrillation atriale, qu'on va évaluer par le score CHA2DS2-VASc, comme on a vu, et le risque eh bien, de récurrence d'événements coronaires, qu'on va évaluer avec les outils qu'on a vus en début de présentation. Et enfin, il y a un troisième risque, qui est le risque hémorragique lié à ces associations. Et on a vu récemment que, eh bien, on va devoir combiner les anticoagulants avec les antiagrégants. Et ce qui est intéressant, c'est que les anticoagulants oraux directs ont été évalués dans ce contexte d'associations concomitantes, maladie coronaire et fibrillation atriale, et il y a beaucoup de nouveautés. Tout d'abord, en ce qui concerne la prise en charge invasive des patients, il faut aller vite, et il faut toujours connaître l'anatomie coronaire avant eh d'initier les traitements antiagrégants chez ces malades qui sont sous anticoagulants. Donc, vous voyez ici une petite vignette clinique où on vous indique le cas d'un patient de 72 ans diabétique en FA, admis pour anostémie, plus de douleur à l'admission. La question, doit-on différer l'angiographie au lendemain matin? La réponse, elle est non. Il faut faire le plus vite possible, commencer l'aspirine, voir l'anatomie coronaire, et puis ensuite, on va décider ou non de poursuivre avec un inhibiteur du P2Y12 en association avec l'anticoagulant oral direct. Et dans ce contexte d'anticoagulation avec un anticoagulant oral direct, on rajoute toujours de l'héparinothérapie au moment de l'angiographie coronaire pour éviter notamment les thromboses sur cathéter ou sur guide d'angioplastie. Alors, vous voyez ici les recommandations les plus récentes chez ces patients qui ont une fibrillation atriale. Donc, on recommande bien évidemment l'utilisation du score CHA2DS2-VASc et de l'anticoagulant. Et que l'anticoagulant qui doit être préféré dans ce contexte-là, c'est évidemment les NACO. Il faut évaluer le risque hémorragique comme on l'a vu, et il faut faire une angiographie coronaire le plus vite possible pour avoir le statut coronaire et éviter l'utilisation de traitements inutiles. Donc la définition des risques, on l'a vu. Je vous remets ici une petite vignette clinique qui est celle d'un patient de 58 ans qui est sous anticoagulant pour une fibrillation atriale intermittente. Il a été traité par angioplastie avec un stent actif. Il a eu une dose de charge d'aspirine et de clopidogrel. L'échographie cardiaque est normale. Et on vous pose la question de savoir, est-ce qu'on pourrait éventuellement faire un relais eh bien, du clopidogrel par le ticagrelor ou le prasugrel en association à l'aspirine et en arrêtant de façon temporaire l'anticoagulant oral direct. Alors, c'est une vraie question qui peut se poser à la phase aiguë des syndromes coronaires. Et la réponse, eh bien, c'est ça se discute. Et c'est une nouvelle recommandation des guidelines non-STEMI. De façon transitoire, on peut arrêter les anticoagulants oraux pendant les 4 premières semaines quand on estime que le risque thrombotique prévaut par rapport au risque eh bien, hémorragique. Et ensuite, on reprend évidemment le traitement anticoagulant direct après avoir arrêté le ticagrelor ou le prasugrel. Donc, c'est une recommandation au cas par cas, et donc ça correspond à un niveau 2B. Donc, vous la voyez, elle est ici, fibrillation atriale, maladie coronaire, possibilité eh bien, de faire un arrêt temporaire de l'anticoagulation lorsque le score CHA2DS2-VASc est faible, et notamment lorsqu'il n'y a pas d'antécédent d'AVC. Alors maintenant, une question qui vous chatouille souvent, c'est la durée de la trithérapie. Alors, encore une petite vignette, une femme de 64 ans, diabétique non insulinodépendante en fibrillation atriale, le CHA2DS2-VASc est à 2, elle est admise pour non-STEMI, elle est stentée sur le tronc commun distal avec 2 stents, pas d'autres comorbidités. Comment gérez-vous la trithérapie? Une semaine, 1 mois. Eh bien, vous voyez que la réponse ici, c'est plutôt 1 mois, pour plusieurs raisons.
premièrement, on est dans un contexte de syndrome coronaire aigu. Deuxièmement, on a un montage d'angioplastie qui est complexe. Troisièmement, le score ASBLED est faible. Donc, on va pouvoir poursuivre la trithérapie un petit peu plus longtemps pour éviter les thromboses de stent précoces qui pourraient être très délétères dans le contexte de cette femme qui finalement a peu de comorbidité. Alors, voici le résumé de la prise en charge de ces patients en FA et qui ont une maladie coronaire concomitante. Et ça se base sur les essais Pioneer avec le rivaroxaban, Ridual avec le dabigatran, Augustus avec l'apixaban et Engage avec l'édoxaban. Vous voyez à gauche ici, c'est la prise en charge par défaut. Donc on fait une triple thérapie de une semaine et ensuite on arrête en général l'aspirine et on poursuit l'association de l'anticoagulant oral direct et en particulier le NACO pendant 1 an. Lorsque le risque hémorragique est très élevé, c'est 2 critères majeurs selon le score ARC-BARC, et à ce moment-là, on fait une double thérapie simplement de 6 mois et ensuite le NACO seul. Enfin, comme le cas de notre patiente de 64 ans, la trithérapie peut être poursuivie jusqu'à 1 mois et ensuite on fait une double thérapie pendant les 11 mois restants. Donc vous voyez que c'est extrêmement pragmatique et ça se base sur des études récentes et l'étude pionnière dans ce domaine a été l'étude Pioneer avec le rivaroxaban utilisé à la dose de 15 mg. Alors vous voyez ici les événements précoces qui peuvent survenir, notamment après le stenting coronaire, surtout dans le cas du syndrome coronaire aigu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que entre le moment de la randomisation et le premier mois de suivi, notamment dans l'étude Augustus, on voit qu'évidemment, il y a davantage d'hémorragie avec l'aspirine par rapport au placebo, mais vous voyez également qu'il y a davantage d'événements ischémiques chez les malades sous placebo par rapport à l'aspirine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce premier mois est un petit peu plus à risque et qu'il faut bien évaluer le rapport bénéfice-risque, en particulier le risque de thrombose de stent double pendant cette période des 4 premières semaines. Alors qu'après 1 mois, les courbes continuent à diverger sur le risque hémorragique, alors que sur le risque ischémique ici à droite, les courbes sont complètement superposées. Alors la place des AOD, on en a déjà parlé, mais vous avez bien compris que, encore une fois, sur cette vignette, comment est-ce qu'on peut optimiser un traitement chez un patient qui est en FA et qui est sous AVK, qui va être stenté sur la coronaire? Et bien évidemment, on va remplacer les AVK par un AOD. Ça, c'est une évidence, parce que le risque hémorragique est diminué de 50%, et en particulier le risque d'hémorragie intracérébrale. Et ça a été très bien démontré avec tous les NACO, et en particulier avec le rivaroxaban. Et vous voyez ici l'étude Pioneer qui a été publiée il y a maintenant pratiquement 4 ans, et on voit la grosse différence en faveur du rivaroxaban à la dose de 15 mg sur le risque d'hémorragie qui diminue d'environ 40 à 50%. Alors après 1 an, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est une question fréquente de nos collègues médecins généralistes ou de nos cardiologues traitants. Et la question résiduelle, c'est qu'est-ce que je fais? Alors, voici encore un cas pratique d'une dame de 77 ans qui a été stentée sur la coronaire droite. Elle est sous NACO et aspirine en raison d'une fibrillation atriale et ne rapporte aucun symptôme, c'est-à-dire qu'elle a bien toléré cette association. Elle n'a pas eu de récidive d'événements coronaires. Et alors, le médecin traitant vous pose la question: qu'est-ce qu'on fait, docteur? Est-ce qu'on peut arrêter l'aspirine? En l'occurrence, dans ce cas pratique, la réponse c'est oui, et on peut l'envisager, et on a des données, et encore une fois, on a des très belles données avec le rivaroxaban. Donc, c'est une étude japonaise qui a été publiée il y a maintenant 1 année. Donc, ce sont des patients à haut risque, tous sous anticoagulants par rivaroxaban, et on randomisait la poursuite de l'aspirine ou l'arrêt de l'aspirine au-delà de 1 an. Et c'est une étude au départ non-infériorité sur les événements ischémiques. Et vous voyez que sur les événements ischémiques, c'est-à-dire AVC,
embolie, infarctus, encore instable avec revascularisation ou décès cardiovasculaire, eh bien, il y a un très net avantage en faveur eh bien, du rivaroxaban monothérapie. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment inattendu. Et vous voyez que c'est non seulement non inférieur, mais c'est supérieur. La raison pour laquelle il y a une différence sur les événements ischémiques, ce qui était inattendu, c'est qu'en fait, les patients sous rivaroxaban aspirine saignent davantage, arrêtent leur traitement et font davantage d'événements cardio-emboliques ou d'événements coronariens. Et vous voyez la différence sur les événements hémorragiques, qui est tout aussi impressionnante, pratiquement 50% de réduction, avec une borne de supériorité et une hypothèse de supériorité qui est très bien démontrée. Donc ça veut dire qu'au-delà de 1 an, si on n'a pas d'anatomie complexe au niveau du montage du stent, eh bien on va pouvoir arrêter le dernier antiagrégant et maintenir l'anticoagulant. Et en l'occurrence, les preuves que l'on a maintenant sont essentiellement avec le rivaroxaban. Donc on attend d'autres études, hein. Il y a l'étude ici qui est conduite par la Pitié-Salpêtrière avec Aquatic, qui est en cours. Maintenant, je voudrais terminer cette présentation avec d'autres situations pratiques qui concernent les AOD dans la vraie vie et qui sont importantes. Il faut savoir que, premièrement, il ne faut pas avoir peur de les utiliser. Il n'y a aucun test d'hémostase à faire pour la surveillance parce que le principe de ces médicaments, c'est que la fenêtre thérapeutique est large et que 98% des patients vont être dans cette fenêtre. Donc, il n'y a aucune raison de surveiller les anticoagulants par un test. Le seul paramètre biologique qu'il faut surveiller, c'est la fonction rénale en fonction de l'âge de vos patients. Alors, la première situation pratique, ce sont les relais. Comment on fait un relais AVK NACO, NACO AVK? Eh bien, c'est résumé dans cette figure. C'est extrêmement simple. Quand vous êtes sous AVK, eh bien, vous attendez 48-72 heures d'avoir un INR aux alentours de 2. Vous débutez votre NACO et en général, au bout de 4 à 5 jours, eh bien, vous allez avoir un effet stabilisé, en sachant que l'effet du NACO est quasiment immédiat. Dans l'heure qui suit, vous allez atteindre le pic d'effet anticoagulant. Maintenant, pour le relais des NACO vers les AVK, vous attendez d'avoir un INR à 2, et lorsque vous avez 2 INR consécutifs à 2, vous arrêtez le NACO et vous êtes sous AVK, mais c'est une situation vraiment exceptionnelle. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les dosages des molécules en fonction de la fonction rénale, elles varient en fonction des médicaments. Il y a des médicaments où il y a peu d'interaction avec la fonction rénale, c'est le cas par exemple de la Pixaban. Donc on va simplement réduire la dose lorsque la clearance est à moins de 30 ml minute. Avec le rivaroxaban, 20 mg jusqu'à 50 ml de clearance et en dessous 15 mg jusqu'à 15 ml par minute. Alors en général, en dessous de 15 ml par minute, on n'utilise pas les NACO. Mais sachez que chez les patients en insuffisance rénale terminale ou dialysée, on a des données avec les NACO par rapport aux AVK. Et encore une fois, il y a un très gros bénéfice en faveur de NACO pour la réduction du risque hémorragique. Et je pense que la seule molécule dont il faut vraiment se méfier, c'est dabigatran, où l'interaction avec la fonction rénale est beaucoup plus importante. Maintenant, le risque hémorragique périopératoire, donc il y a 2 choses à connaître. Tout d'abord, quel est le risque lié à votre intervention? Donc, je vous ai résumé ici, et donc ça, c'est un papier de Europace qui date il y a quelques années, mais qui vous classifie les interventions en fonction du risque hémorragique. Donc, les interventions à haut risque hémorragique où il faut arrêter les anticoagulants et celles où ce n'est pas nécessaire, vous allez pouvoir faire sans arrêt. Alors, comment on fait pour les procédures invasives? Lorsque le risque hémorragique est faible, eh bien, juste avant, on arrête la dernière prise la veille au soir. Lorsque le risque hémorragique est très élevé, et que la fonction rénale est normale, la dernière prise aura lieu 3 jours avant. Et ça, c'est vrai pour le dabigatran et tous les anti-10. Lorsque la fonction rénale est altérée, le dabigatran, on demandera de l'arrêter 5 jours avant et les anti-10 3 jours avant. Ensuite, comment est-ce qu'on fait la reprise? Eh bien, lorsque le risque hémorragique est faible, c'est-à-dire l'intervention n'expose pas au risque hémorragique, on va reprendre le soir de la procédure
lorsqu'il y a un risque hémorragique important, eh bien, on fera une anticoagulation à dose prophylactique jusqu'à eh bien, ce que l'hémostase liée à l'intervention soit satisfaisante et éventuellement des doses curatives lorsque l'hémostase est vraiment obtenue de façon définitive, et c'est le cas des chirurgies. Alors, vous voyez, c'est figuré ici sous la forme de schéma. Hein, donc, les AOD à 2 prises ici par jour, comme par exemple eh bien, l'apixaban, les AOD en une prise le matin comme le rivaroxaban ou en une prise le soir, et on vous dit comment il faut eh bien, arrêter et comment il faut reprendre. Donc c'est extrêmement simple. Je ne vais pas dans le détail compte tenu des limites de temps. Alors maintenant, vous avez des situations où la chirurgie est urgente. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que lorsque la chirurgie est urgente, en particulier avec le rivaroxaban, eh bien, on va se baser sur le TCA et le TP. Si le TCA est à moins de 1,2 fois le témoin et le TP à plus de 80%, vous allez pouvoir opérer. Et ça, c'est dans les situations où vous n'avez pas la possibilité de doser le médicament. Si votre TCA est à plus de 1,5, eh bien, il faut attendre. Où il faut antagoniser, soit avec du CPP, soit avec du FEIBA, ou éventuellement avec l'antidote, qui peut être à disposition, mais qui n'est pas forcément à disposition partout, c'est l'andexanet. Maintenant, lorsque vous êtes dans une situation intermédiaire, ben, vous allez attendre et obtenir un dosage spécifique. Et en général, si vous voulez, le cut-off pour eh bien, ne dire qu'il n'y a aucun effet de la molécule, c'est moins de 30 nanogrammes, et moins de 200 nanogrammes, vous allez pouvoir opérer avec un risque hémorragique relativement faible. Alors maintenant, l'hémorragie chez un patient traité par anticoagulant oral direct, lorsque eh bien, le pronostic vital est engagé, eh bien, évidemment, on va utiliser l'andexanet ou, si ce n'est pas possible, le CPP ou le FEIBA. Donc ça, c'est une histoire évidemment d'hémostase. Maintenant, si l'hémorragie est grave mais ne menace pas le pronostic vital, on fait les gestes hémostatiques. Et ensuite, si votre dosage est à moins de 50, eh bien, on fait des mesures non spécifiques. Si le dosage de l'anti-10 est à plus de 50 nanogrammes par millilitre, eh bien, on va encore antagoniser avec eh bien, les moyens du bord, c'est-à-dire soit le plasma frais congelé, soit le FEIBA, avec les facteurs à activer lyophilisés, soit avec l'andexanet. Donc vous voyez que, pour résumer la situation, on a fait énormément de progrès et je pense que les anticoagulants oraux directs, et en particulier les rivaroxaban, sont devenus des médicaments de premier plan. Je pense qu'ils ont répondu au cahier des charges pratiquement dans toutes les situations cliniques, et les seules situations où on ne peut pas les utiliser, c'est l'insuffisance rénale sévère et la prothèse valvulaire mécanique. Mais sinon, dans toutes les situations, ils devraient remplacer eh bien, les AVK à cause du risque hémorragique diminué et même du risque ischémique diminué et bien démontré, en particulier dans la maladie coronaire. La dernière chose, en ce qui concerne les antidotes, on a les antidotes, bon, elles coûtent cher et en pratique, on les utilise finalement pas beaucoup. Parce que souvent, en fait, le temps d'activer leur utilisation, eh bien, on n'a pas un effet escompté. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi également des phénomènes éventuellement de rebond. Donc, ce ne sont pas forcément des choses faciles, des médicaments faciles à manipuler, mais sachez qu'ils existent et que globalement, on les utilise peu fréquemment dans la pratique de tous les jours. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis à votre disposition pour eh bien, des questions et je souhaite un bon lancement au rivaroxaban en Tunisie. Merci de votre attention.